On est en train de vivre un vrai tournant dans le monde de l'intelligence artificielle. Il faut oublier l'IA qu'on connaissait, celle qui se contentait de prédire des choses. Aujourd'hui, on parle d'agents IA, de véritables collaborateurs actifs qui peuvent agir pour nous. C'est une révolution. Et ça veut dire qu'il nous faut un tout nouveau mode d'emploi pour les adopter en toute sécurité. Et attention, ce n'est pas juste une petite avancée technique. Comme le souligne le Forum économique mondial, ces agents s'intègrent absolument partout. Ça nous oblige à tout remettre à plat. La façon de les concevoir, de les évaluer et surtout de piloter ces systèmes qui, demain, prendront des initiatives à notre place. Et ça va vite, très très vite. On ne parle plus de prototypes, de labos. Non, une enquête mondiale récente montre que 82% des organisations sont déjà en train de planifier ou de tester ces agents. Le déploiement massif, c'est pour maintenant. Ce qui nous amène à la question centrale, la plus importante. La technologie est là, prête à l'emploi. Mais comment être certain qu'elle va travailler pour nous et pas contre nous? Tout l'enjeu est là. Il faut bâtir un cadre, des fondations solides pour que cette adoption soit une réussite. Alors, pour y voir clair, on va suivre un plan précis. D'abord, on va définir ce qu'est vraiment un agent IA. Ensuite, on va découvrir un cadre en 4 piliers pour bien les maîtriser. Puis, on verra comment mettre en place des règles du jeu efficaces et on terminera en se projetant un peu dans l'avenir. C'est parti! Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour piloter un agent, la première chose à faire, c'est de comprendre comment il est fait, comment ça marche à l'intérieur. Une bonne façon de voir les choses, c'est d'imaginer qu'on embauche un agent IA. Quand on recrute quelqu'un, on lui donne une fiche de poste claire, on met en place des garde-fous et on supervise son travail. Eh bien, pour un agent IA, c'est exactement la même chose. On ne lui donnerait pas les clés du système sans un cadre bien défini, pas vrai? D'un point de vue technique, un agent, c'est un peu comme un millefeuille. Il y a 3 couches. Tout en haut, il y a l'interface. C'est la partie visible avec laquelle on interagit. Au milieu, il y a le coordinateur, le chef d'orchestre, qui gère les tâches et les outils. Et tout en bas, il y a le cerveau, la couche de raisonnement, souvent un grand modèle de langage, là où tout se décide. Maintenant qu'on a vu la mécanique, passons au cœur du problème. Comment créer un cadre de confiance? Pour ça, le Forum économique mondial propose une méthode vraiment solide qui repose sur 4 piliers. Ces 4 piliers sont la classification, l'évaluation des risques et la gouvernance. Et attention, ce ne sont pas juste des étapes à cocher, il faut les voir comme un cycle, un processus continu pour s'assurer que tout reste sous contrôle. Le premier pilier, la classification, c'est tout simplement la carte d'identité de l'agent. On va définir noir sur blanc ce qu'il est, ce qu'il fait et dans quel environnement il évolue. C'est la base de tout. Et pour établir cette carte d'identité, on se pose des questions très simples. Quelle est sa fonction exacte? Est-ce que c'est un spécialiste ou un généraliste? Quel est son niveau d'autonomie? A-t-il beaucoup d'autorité, c'est-à-dire a-t-il le droit de faire beaucoup de choses? Et enfin, est-ce qu'il opère dans un environnement simple ou au contraire très complexe? Prenons un exemple que tout le monde connaît, l'aspirateur robot. Sa fonction, nettoyer. C'est donc un spécialiste. Son autonomie est moyenne, il se déplace tout seul, mais dans un périmètre limité. Son autorité, très faible, il ne peut rien faire d'autre qu'aspirer, et son environnement est domestique, donc moyennement complexe. Rien qu'avec ça, on a déjà une bien meilleure idée des risques potentiels. Une fois l'agent bien identifié, on passe à l'évaluation. C'est bien de savoir ce qu'il est censé faire sur le papier, mais il faut vérifier ce qu'il fait vraiment sur le terrain. L'idée, c'est de collecter des preuves concrètes de ses performances et surtout de ses limites. Par exemple, pour un agent qui aide les développeurs à coder. On ne va pas juste regarder s'il écrit du code. Non, on va mesurer son taux de réussite sur des tâches précises. On va compter le nombre d'erreurs qu'il fait et on va le tester dans des situations difficiles avec du code ambigu. C'est ça, une évaluation rigoureuse. Avec toutes ces informations en main, on peut passer au troisième pilier, l'évaluation des risques. Là, l'objectif est simple. Imaginez le pire. Comment cet agent pourrait-il échouer? Et comment pourrait-il être détourné ou mal utilisé? Il faut tout anticiper. Et pour ça, on suit un processus logique en 5 étapes. D'abord, on définit le périmètre. Ensuite, on identifie tous les risques possibles. Après, on analyse leur probabilité et leur impact potentiel. Puis, on évalue si ces risques sont acceptables ou non. Et enfin, on met en place des contrôles et une surveillance continue. Prenons un exemple où les enjeux sont énormes, la voiture autonome. Là, l'évaluation des risques est absolument vitale. On va se concentrer sur les pannes critiques. Un capteur qui lâche, une mauvaise décision face à un obstacle, une perte de contrôle. Chaque scénario est étudié à la loupe pour comprendre sa probabilité et la gravité de ses conséquences. On arrive à la dernière étape de notre feuille de route, la gouvernance. C'est le moment de passer de la théorie à la pratique. Comment mettons en place des contrôles et une supervision qui fonctionnent vraiment? Le mot-clé ici, c'est progressivité. La gouvernance n'est pas un bloc de béton rigide. Les contrôles doivent être proportionnels à la puissance de l'agent.
Plus un agent est autonome et un impact potentiellement fort, plus la surveillance doit être resserrée. C'est du bon sens. Prenez un assistant personnel sur un smartphone. Au début, il gère juste l'agenda, les risques sont faibles. Mais si on l'autorise à lire et envoyer des emails ou à faire des achats en ligne, là, le niveau de risque change complètement. La gouvernance doit donc évoluer pour éviter par exemple une fuite de données ou une action non autorisée. Cela dit, quel que soit l'agent, il y a un socle de base, des règles non négociables. Par exemple, un accès limité au strict minimum, des tests en environnement contrôlé avant tout déploiement, un enregistrement de toutes ses actions, une supervision humaine claire et une traçabilité parfaite pour savoir qui a fait quoi. Allez, pour finir, projetons-nous un peu. Parce que le plus grand défi n'est pas de gérer un agent tout seul dans son coin. Le vrai challenge de demain, c'est de gérer des écosystèmes entiers d'agents qui vont interagir les uns avec les autres. Et ça change absolument tout. Un agent seul, c'est assez prévisible. Mais quand des dizaines d'agents autonomes se mettent à collaborer, on peut voir apparaître des comportements totalement inattendus. Et de nouveaux risques apparaissent, comme des défaillances en cascade, où une petite erreur d'un agent se propage comme un virus à tout le système. Ce qui nous laisse sur une question assez vertigineuse pour le futur. Face à des systèmes aussi complexes, est-ce que la supervision humaine sera encore suffisante? Ou est-ce qu'on devra créer des agents gardiens, des IA, dont la seule mission sera de surveiller et de réguler les autres agents? C'est une question ouverte, mais une chose est sûre, l'avenir de l'IA s'écrit maintenant.